Ce soir, une première pour l'armée canadienne. Une femme devient numéro 2 de la défense. Selon le colonel à la retraite Michel Drapeau, c'est trop peu pour changer la culture de l'organisation. Un an après le début de la pandémie, le premier ministre François Legault admet que le Québec aurait pu faire mieux. Alors que les doses d'AstraZeneca arrivent au pays, on fait le point sur ce mal-aimé des vaccins avec le docteur Nicolas Brousseau. Que penser du mea culpa de François Legault, de l'affaire du général Jonathan Vance? L'avis de notre panel d'observateurs. Bonsoir, Mesdames, Messieurs. Pour la première fois dans l'histoire des Forces armées canadiennes, une femme, la lieutenant générale Frances Allen, devient la vice-chef d'état-major de la Défense, donc la numéro 2 de l'armée. Ce changement survient à un moment où l'armée canadienne traverse beaucoup de turbulences. On le sait, les deux anciens plus hauts gradés de l'état-major, le général Jonathan Vance et l'amiral Art MacDonald, font l'objet d'une enquête pour inconduite sexuelle présumée. En point de presse, aujourd'hui, le premier ministre Justin Trudeau a aussi été questionné sur la possibilité qu'Ottawa mette sur pied un organisme indépendant pour gérer les accusations d'inconduite sexuelle dans l'armée. Le voici. Par rapport aux forces armées, je m'attends à ce que tous les dirigeants, tous les hauts cadres soient là pour lutter contre l'intimidation, l'harcèlement et les agressions. Mais effectivement, avoir une première femme dans la position cette position va être important pour continuer notre lutte pour éliminer la discrimination et l'intimidation au sein de nos forces armées et de s'assurer qu'on a les ressources nécessaires pour offrir l'appui à tous ceux qui s'avanceraient avec des préoccupations ou des histoires troublantes. Nous nous devons d'assurer que quiconque veut venir de l'avant est écouté, est appuyé avec les ressources et le soutien nécessaires et qu'on puisse avancer avec des enquêtes indépendantes, dépendamment de la volonté de la personne qui qui partage ces allégations. Le respect des survivantes doit être au cœur de tout ce que nous faisons. Et évidemment, nous allons avancer avec des mesures et pour offrir plus d'appui à tous ceux qui ont des préoccupations à partager, mais aussi des mesures pour mettre fin à cette culture qui permet ou qui tolère de l'intimidation ou de l'harcèlement au sein de nos institutions au Canada. L'avocat Michel Drapeau est colonel à la retraite des Forces canadiennes. Bonjour, Maître Drapeau. Bonjour à vous. Plusieurs développements vraiment à la suite de ces allégations contre le général Vance et l'amiral MacDonald. On voit ça déboule. D'abord, sur cette nouvelle du jour, l'arrivée d'une femme au poste de vice-chef d'état-major de l'armée canadienne. Qu'est-ce qu'on doit penser de ça? Est-ce que c'est majeur? Est-ce que c'est important? Ou si c'est un changement qui est simplement cosmétique? Bien, personnellement, je pense que c'est cosmétique. Là. Le problème est plus profond que ça. Le problème, au départ, je crois, qui se situe au niveau de la sélection de ceux qui vont devenir de futurs généraux, ceux à qui on va confier la direction des forces. Alors, soit-elle femme ou homme, je pense que c'est secondaire. Les deux sont capables d'effectuer ces fonctions-là et de donner le leadership requis. Je pense que pour l'instant, on essaie par tous les moyens possibles d'essayer d'abrier les difficultés qu'on a maintenant. Et je pense pas qu'on devrait se détourner le regard du problème qui existe en profondeur. Et puis, c'est pas une solution rapide, puis c'est pas la seule solution de dire, voilà, maintenant, nous avons trouvé la perle de l'or. Alors, moi, j'ai aucun problème que le prochain chef de la Défense, par exemple, soit une femme. J'espère, au fait, que ça va être le cas. Mais ceci règle une petite partie du problème. Le problème est beaucoup plus profond que ça. Donc, ça ne veut pas dire nécessairement que ça va changer en profondeur la culture des Forces armées canadiennes. Colonel Drapeau, le premier ministre Trudeau a aussi été questionné sur le fait, aujourd'hui en point de presse, qu'Ottawa s'apprêterait à créer un organisme indépendant pour gérer les accusations d'inconduite sexuelle, de racisme, de discrimination dans l'armée. Est-ce que, justement, un organisme indépendant, ça viendrait réellement changer les choses pour celles et ceux qui dénoncent, vous pensez? En autant que c'est vrai que c'est authentique, et j'en doute un peu là. Ça fait 30 ans que M. le juge Letourneau avait recommandé dans son rapport suite à l'enquête sur le déploiement du régiment reporté en Somalie, la création d'un
inspecteur général qui, effectivement, assurait avoir un représentant du Parlement qui a le pouvoir d'investiguer, qui a le pouvoir de demander des comptes et qui a la tâche de faire rapport au Parlement, plus particulièrement au Comité de la défense, et sur toutes sortes de questions, dont des allégations d'assaut sexuel ou d'inconduite sexuelle, mais d'autres choses aussi pour assurer au fait une surveillance requise dans au sein d'une démocratie des forces armées. Et le gouvernement de l'époque, et depuis ce temps-là, ont tout simplement tourné leur regard et ont abandonné cette idée-là avec le résultat qu'on connaît aujourd'hui. Il y a une absence totale de surveillance. Les forces armées, longtemps que moi je suis concerné, ce que je vais dire, c'est, et je vais le dire haut et fort, c'est un État à l'intérieur d'un État. Mm-hmm. Ils opèrent selon leurs règles, selon leur volonté, selon leurs procédures et leurs traditions. Et qu'en pense le Parlement ou le public canadien? Ça fait des années, au moins 2 décennies, que les médias, et principalement les médias, ont dénoncé ou fait une culture d'inconduite sexuelle dans les forces. Mme Deschamps a fait ça de 5 ans maintenant. Il n'y a jamais rien eu qui a été fait, principalement parce que les forces ont continué à se buter contre la question d'avoir un centre externe, ce que Mme Deschamps avait recommandé. Alors finalement, nous sommes rendus au bout du précipice. C'était une grande crise. Et alors finalement, on décide de créer une personne, une agence indépendante. Mm-hmm. Je vais attendre de voir qu'est-ce qu'on va faire. Si c'est un inspecteur général qui se rapporte non pas au ministère de la Défense, mais au Parlement, là, à ce moment-là, je vais saluer haut et fort ce mouvement-là qui va être le départ, qui va être une amorce pour commencer à avoir un sens d'imputabilité du ministère de la Défense. Donc, il faudra voir. On est encore très loin. Il faudra voir de qui va répondre finalement cet organisme-là ou cette personne-là indépendante chargée de gérer ces plaintes. C'est ce que vous êtes en train de nous dire. Oui. Et maintenant, moi, je vous dis, parce que j'ai argumenté sur plusieurs tribunes au fait justement la création de cette personne-là, et ça ne vient pas de mon cru, je ne l'ai pas inventé. Ceci existe aux États-Unis, en Australie, en Nouvelle-Zélande, tellement d'autres pays, en Allemagne, en Hollande, dans les pays, la Norvège et combien d'autres pays qui l'ont, pour assurer de donner à leur Parlement, dans les démocraties, une capacité d'examiner, de contrôler, d'investiguer à l'occasion certains problèmes au sein des forces armées. Plus important encore que tout ça, c'est donner aux membres des forces armées, qui sont à l'intérieur d'un système très rigide, hautement discipliné, une possibilité, surtout les victimes d'assaut et d'inconduite sexuelle, une capacité, une sûreté d'être capable de porter plainte devant un officier qui va recevoir leur plainte, qui va garder confidentiel si elle le désire, garder confidentiel, mais qui vont faire aussi enquête et qui vont amener au fait à pointer du doigt les responsables et les changements qui doivent s'effectuer. Alors, c'est un courant à 2 niveaux, là. C'est certainement pour offrir une procédure d'enquête, une procédure d'imputabilité de la part du Parlement, mais aussi donner une sûreté aux membres des forces armées qui doivent se plaindre, d'être capables d'avoir confiance que leurs plaintes vont être reçues, vont être aussi investiguées, ce qui n'existe pas aujourd'hui. Mme Deschamps a dit que la majorité des victimes d'inconduite sexuelle dans les forces ont peur de représailles et la majorité d'entre elles ne portent pas plainte à cause de ça. Et on peut se demander pourquoi ça prend autant de temps avant que ça bouge en ce sens, qu'il y ait un organisme indépendant créé. Pourquoi ça prend des décennies avant que ça aboutisse? Colonel Drapeau, le temps file. Il nous reste à peine 1 minute. Je veux vous entendre sur le ministre de la Défense, Harjit Sajjan. On apprenait évidemment la semaine dernière qu'il aurait été mis au courant d'allégations d'inconduite sexuelle contre le général Vance dès 2018. Évidemment, il va être appelé à témoigner, déjà témoigné. Est-ce que le ministre Sajjan peut encore avoir la confiance de ses troupes? Qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce qu'il y a toujours la légitimité pour rester en poste? En toute vérité, et peine dans l'âme que je dis absolument pas, de la façon qu'il a géré cette crise, au fait, je devrais dire la façon que la crise l'a gérée, qu'il l'a amené au fait dans un mutisme incroyable devant le comité parlementaire. Et depuis lors, j'ai vérifié, au fait, j'ai étudié ces différentes déclarations écrites et verbales et tout le reste. C'est une absence totale de leadership et je suis surpris, je suis très surpris
qui n'a pas été relevé de ses fonctions et qu'on confie cette tâche-là très importante pour la sécurité du pays et le bien-être, le moral des membres des forces armées, soit dans la régulière, dans la réserve, qu'une personne capable, une personne habile et qui veut ou faire un faisceau de lumière sur cette cause-là soit nommé à ce poste-là. Alors, et ça urge. Ceci aurait dû se passer il y a 2 ou 3 semaines, mais ça urge que quelqu'un de compétent, quelqu'un intéressé, quelqu'un capable d'exercer son leadership soit placé dans ce poste-là. Michel Drapeau, colonel à la retraite, merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Un an après le début de la pandémie, le premier ministre du Québec, François Legault, admet pour la première fois qu'il aurait pu faire mieux pour gérer la crise. La province, on le sait, affiche le pire bilan au pays au chapitre des décès dus à la COVID-19. On écoute le premier ministre. Bonjour à tous, c'est un honneur de... Il y a beaucoup de Québécois, après un an, qui se disent est-ce qu'on aurait pu faire mieux? Et la réponse est oui, on aurait pu faire mieux, mais en même temps, faut situer le contexte. D'abord, quand on regarde les 7 pays les plus riches, les plus industrialisés, ben il y en a 5 qui ont eu plus de décès, toute proportion gardée, que nous. Pendant ce temps, la vaccination tout de même s'accélère au Québec avec l'arrivée du vaccin d'AstraZeneca. Comme c'est un vaccin qui se conserve plus facilement, la province prévoit l'utiliser auprès d'une nouvelle clientèle. Là-dessus, le ministre de la Santé. Nos experts ont dévoilé comment et quand on va donner, et à qui surtout on va donner l'AstraZeneca au cours des prochaines semaines. En fait, on va réserver une partie de ces doses-là pour la vaccination à domicile. Vous vous souvenez, j'en avais parlé il y a quelques semaines quand on avait des questions, comment on allait travailler sur la vaccination à domicile. Alors, je pense que ça se prête très bien pour des raisons notamment de logistique. Et je pense que c'est une très, très bonne nouvelle pour confirmer que plusieurs personnes chez qui on va être capable, certaines clientèles, se rendre directement chez nous plutôt que eux d'avoir à se déplacer dans nos centres de vaccination. Il y a des doses qui sont arrivées notamment ce matin, alors donc on va pouvoir accélérer le mouvement qu'on va faire avec AstraZeneca. C'est une excellente nouvelle. Plus de 500 000 doses du vaccin d'AstraZeneca ont été livrées au Canada jusqu'à maintenant, dont 113 000 au Québec. Ce vaccin d'AstraZeneca, qui s'ajoute en fait aux autres évidemment déjà approuvés par la province, est en quelque sorte le mal-aimé des vaccins disponibles jusqu'à maintenant. Certains doutent de son taux d'efficacité qui serait moindre. Alors pour élucider ça, je retrouve le Dr Nicolas Brousseau de l'Institut national de santé publique du Québec. Bonjour, Dr Brousseau. Bonjour. Je vous demanderais d'abord ce vaccin d'AstraZeneca. Est-ce que c'est un bon vaccin? Est-ce que vous le prendriez, vous-même, pour vous? En fait, oui, si c'était mon tour, je le prendrais tout de suite. Là, c'est un excellent vaccin qui a une très bonne performance, notamment pour prévenir les hospitalisations et les décès. En fait, dans les études les plus récentes en Angleterre et en Écosse, sa performance pour éviter d'être hospitalisé ou de décéder de la COVID était équivalent à celle des 2 vaccins qui sont actuellement disponibles. Oui, parce que plusieurs l'ont comparé, ce vaccin, aux autres de Pfizer et Moderna. En fait, je vous demanderais, pour paraphraser un de mes collègues de la presse ce matin, est-ce que c'est une Lada par rapport aux autres vaccins ou une Ferrari? Qu'est-ce que vous en pensez? Mais je pense, au niveau des vaccins, l'efficacité qui est démontrée est extrêmement encourageante. Donc, je pense que AstraZeneca, Pfizer, Moderna, c'est toutes des voitures de luxe. Là. Je ne saurais pas quel qualificatif donner exactement. C'est vrai, pour prévenir la maladie très légère, le vaccin d'AstraZeneca semble un peu moins efficace, mais dans certaines études terrain plus récentes, la performance est vraiment excellente. Donc, il n'y a pas de raison que, par exemple, les aînés soient privés de ce vaccin-là. C'est vraiment quelque chose qui va aider à réduire les hospitalisations, réduire les décès dus à la COVID au Québec. Bon, Québec qui a donc décidé de l'administrer aux 65 ans et plus. Du côté de l'Ontario, on a déjà annoncé qu'on va l'administrer aux personnes âgées de 60 à 64 ans. Tout ça, c'est une bonne stratégie selon vous? Oui, bien, la stratégie précise, chaque gouvernement a à l'établir, mais pour nous, dans le fond, ce vaccin-là peut être donné à l'ensemble de la population. Si on le donne à des personnes
un peu plus âgés, par exemple, qui sont plus à risque d'hospitalisation, on risque de prévenir davantage de problèmes, de prévenir davantage d'hospitalisation. Comme je l'ai mentionné, il y a un peu plus d'incertitude pour la prévention de la maladie très légère. C'est pour ça qu'on met des réserves vraiment pour les groupes les plus à risque, comme les résidents en CHSLD ou les résidents en résidence privée pour aînés, où là, on dit que c'est peut-être préférable de se tourner vers le vaccin de Pfizer et Moderna, mais le vaccin d'AstraZeneca n'est pas contre-indiqué là, pour aucun groupe de la population. Et pour ce qui est de la décision de l'administrer aux gens à domicile, parce qu'on sait que le vaccin d'AstraZeneca se transporte mieux, c'est une bonne décision aussi? Bien, je pense que c'est une décision clé parce que vraiment la grande force de ce vaccin-là, c'est qu'il peut être gardé au réfrigérateur pendant des mois. Il est très facile à transporter, donc pour une personne qui est prise à domicile, qui ne peut pas sortir, si on peut aller la vacciner chez elle avec le vaccin d'AstraZeneca, c'est une excellente nouvelle. Ça va vraiment l'aider à être hospitalisé ou décéder de la COVID. Je veux vous entendre sur la vaccination de façon générale au pays. Il y a plus de 2 500 000 personnes qui ont reçu au moins une dose de vaccin au Canada jusqu'à maintenant. Au Québec, c'est 1,5 million de personnes qui ont reçu au moins une dose. Comment trouvez-vous que ça se déroule, la vaccination, jusqu'à maintenant? Bien, on est encore en situation de pénurie de vaccins. Là, c'est seulement 1 personne sur 20 environ qui a eu accès. Mais je pense que les livraisons qui sont annoncées sont beaucoup plus encourageantes. Donc, on pourrait dire qu'on est dans le début de la pente montante. Puis, si on se place dans un horizon de quelques mois, on se transporte en juin ou en juillet, on peut s'imaginer que la grande majorité des gens qui veulent avoir un vaccin auront été vaccinés. Donc, on a encore peut-être 1 mois ou 2 avec des choix difficiles, avec un accès restreint. Mais je pense que le portrait va changer très rapidement dans les prochains mois. Oui. Entre-temps, le Canada, quand même, figure au 43e rang des pays dans le monde au chapitre de la vaccination. Dans d'autres pays, comme par exemple aux États-Unis, on est en train de donner des directives à la population pour les personnes, en fait, qui ont reçu leurs 2 doses, dont la vaccination est complétée. Évidemment, on a le sentiment ici qu'on est encore loin de ça, mais quand même, pour les personnes chez nous qui ont reçu les 2 doses du vaccin, qu'est-ce que vous recommandez? Je pense que le message clé, c'est la prudence. Faut bien comprendre qu'on n'est pas dans la même situation qu'aux États-Unis. Il y a beaucoup moins de gens qui ont été vaccinés. Ici, le virus est bien présent. Les gens continuent à mourir du vaccin. Puis les gens vaccinés, oui, sont moins à risque, mais ils ne sont pas invincibles. Donc moi, vraiment, je recommande aux gens qui ont été vaccinés de continuer à appliquer les mesures sanitaires de la même façon. Il ne faut pas que les vaccinés se mettent à multiplier leurs contacts parce que paradoxalement, ils pourraient avoir des problèmes. Les gens vaccinés sont vraiment pas invincibles. Oui, c'est ça. Donc, gardez le masque, gardez les mesures de distanciation physique et tout. Donc, restez, comme vous dites, très prudent. En terminant, Dr Brousseau, vous êtes de l'Institut national de la santé publique au Québec. Vous avez sûrement entendu le premier ministre François Legault qui a admis aujourd'hui qu'il aurait pu faire mieux pour gérer la pandémie. Ça survient 1 an après le début de cette crise sans précédent. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce mea culpa du premier ministre Legault? Mais la première chose qui me vient en tête, c'est qu'il reste que gérer une pandémie de cette ampleur-là, qui est probablement la pire pandémie du siècle, c'est pas une mince affaire, donc ça peut pas aller bien à tous les jours. Nous, on émet les recommandations scientifiques pertinentes par rapport à la vaccination. On travaille fort pour que du côté de la vaccination, que ça se déploie le mieux possible, puis qu'on protège les gens au plus vite. Ouais. Donc, j'espère simplement que pour ce volet-là, ça va être un succès au cours des prochains mois. Docteur Nicolas Brousseau, merci beaucoup de vos précisions. Merci. Merci. Au revoir. Et ce mea culpa du premier ministre du Québec, François Legault, ce sera justement notre premier sujet avec notre panel d'observateurs que je retrouve avec plaisir, Sheila, Marc-André, Richard et Farouk. Alors, bonsoir à vous 4. Bonsoir. Bonsoir. Rapidement, quand même, sur François Legault, parce qu'on a d'autres sujets dans l'actualité. Je vais commencer ce soir avec Farouk. Qu'est-ce que vous avez pensé de cet acte de contrition, je dirais, du premier ministre du Québec par rapport à la pandémie, 1 an après le début de cette crise de la COVID-19, Farouk? Oui, je crois que M. Legault montre encore son talent de communicateur qui le met au sommet des sondages des premiers ministres du pays. C'est pas pour rien que le niveau de popularité auprès des Québécois est aussi élevé pour M. Legault. Il a ce don de communiquer très authentiquement, franchement, sincèrement, sans passer par 4 chemins. Et je crois que c'est très bien apprécié. Et je crois que les Québécois et Québécois se reconnaissent dans ce genre de prise de parole. Et les chiffres dans les sondages l'indiquent clairement. Rapidement, Richard? Ben, écoutez, on parle pas de n'importe quoi, hein? On parle d'une pandémie, donc il a dû faire avec pas beaucoup d'exemples autour de lui, de démontrer
qu'effectivement, il n'avait pas tous les outils au départ, mais qu'on est quand même passé au travers, qu'on est en train de passer au travers de cette pandémie-là, en reconnaissant qu'il y a eu des soubresauts, démontre quand même une bonne foi de la part du premier ministre. Marc-André? Oui, effectivement. Je pense que dans les derniers temps, on a vu quand même M. Legault, durant une entrevue, qui avait essayé de corriger par la suite, dire qu'il ne ferait rien de différent. Donc, je pense que c'est une évidence de reconnaître qu'on pouvait faire mieux. Je pense que le Québec, on n'a pas un bilan qui est extraordinaire, surtout la première vague dans les CHSLD. Donc, si M. Legault avait dit le contraire, probablement qu'il y aurait beaucoup de critiques à l'heure actuelle. Oui, Sheila, justement, tout de suite après ce mea culpa, le premier ministre Legault s'est justifié en quelque sorte en comparant le Québec à d'autres pays et des États américains. Est-ce qu'il aurait plutôt dû comparer le Québec avec d'autres provinces canadiennes? Mais le problème le mea culpa, c'était vraiment important pour lui parce que le Québec, par rapport aux autres provinces, a le taux de mort le plus élevé de tout le pays. Ouais. Alors, lui, il était vraiment comme Google, il était le premier, mais il est redevenu le dernier. Et je pense que ses excuses, c'est pour redémarrer la politique positive de Legault parce qu'il a beaucoup perdu dans ces derniers mois. Mais les Québécois sont les gens vraiment ouverts à reconnaître une faute. Ouais. Et c'est pour ça qu'il a fait ses excuses. Mais par rapport à tout le pays, là, on ne peut pas dire qu'il a bien fait parce qu'il a le taux de mort le plus élevé du pays. Oui, le taux de satisfaction du premier ministre envers le premier ministre Legault demeure toujours très élevé malgré tout au Québec. Bon, je vais vous entendre maintenant sur l'affaire du général Vance et la nomination d'une femme. C'est la première fois une numéro 2 de l'armée canadienne. Sheila, je vais rester avec vous. Est-ce que l'arrivée d'une femme, ça va permettre, selon vous, de changer vraiment la culture dans l'armée canadienne? Qu'est-ce que vous en pensez? Non, je pense que le fait que le général Vance a pu avoir ses problèmes depuis quelques années, il n'y a pas personne qui a réagi, ni le ministre, ni le bureau du premier ministre. C'est-à-dire qu'il faut vraiment changer la politique. Et le changement de mettre une femme, c'est sûr que cette femme-là a dû se joindre à la politique militaire pour être le numéro 2. Je pense que le besoin, c'est de changer le système militaire. Et ça, c'est un gros défi. Ça va durer plus d'un an de faire ça et plus d'un changement. Oui. Marc-André, qu'est-ce que vous pensez de la nomination de cette femme numéro 2 dans l'armée canadienne et de la façon dont le gouvernement Trudeau a géré toute l'affaire du général Vance avec le ministre de la Défense qui est un peu pas mal sur la sellette avec toute cette histoire? Non, ça, sans aucun doute, c'est une bonne nomination. Est-ce que ça va tout changer le système? Probablement pas. On peut pas demander à une personne de changer une pratique qui est malheureusement là depuis trop longtemps. En ce qui concerne M. Sejan, je pense qu'on voit que M. Sejan et également le bureau du premier ministre ont fait le minimum présentement. Je trouve que leur défense est un peu faible, en fait très faible par rapport à le sérieux des problèmes qui sont devant eux avec ce dossier-là. Et je pense que c'est un peu triste. Et être militaire présentement, j'aurais pas vraiment confiance. Et M. Sejan doit piloter. On sait que l'opération Honneur présentement pour essayer de contrer ça, les abus, également de pouvoir que les militaires puissent s'exprimer librement lorsqu'on vécu des choses qui ne sont vraiment pas agréables. Et c'est sûr que ça vient entacher l'ensemble de l'opération présentement. Et et M. Sejan, je pense, doit se demander la question, c'est la meilleure personne placée pour mener à bien cette restructuration-là dans cette manière de faire-là dans l'armée. Oui. Richard, le colonel à la retraite, Michel Drapeau, me disait il y a un instant que le ministre Sejan aurait dû être démis de ses fonctions depuis un bon bout de temps, maintenant, quelques semaines. Qu'est-ce que vous en pensez de la façon dont tout ça est géré jusqu'à maintenant? Bon, écoutez, d'abord et avant tout, saluons Mme Allen qui devient vice-chef d'état-major dans l'armée canadienne. Elle va avoir besoin d'aide. Il faut absolument donner un coup de pied dans le nid de guêpe. Ça a déjà été fait. On se souvient que l'ex-juge de la Cour suprême, Mme Marie Deschamps, en 2015, avait demandé à ce qu'il y ait un centre indépendant mis sur pied pour voir à toutes les allégations de comportement inadéquat de la part de militaires. Ça n'a pas été fait.
Donc, il y a du travail à faire de ce côté-là. C'est pas Mme Allen qui peut porter tout ce fardeau-là, mais il en demeure pas moins que la machine d'État canadienne, le bureau du premier ministre, là, il y a des quiproquos, il y a des gens qui disent pas la vérité, là, à savoir si le premier ministre est informé ou non, si M. Sajjan a effectivement bien informé le bureau du premier ministre et que l'information s'est pas rendue. C'est là qu'il faut aller chercher c'est là que le bas blesse. Et pour en arriver à des résolutions pas nécessairement des résolutions, on les a déjà eues, mais des mises en application des recommandations du passé, c'est l'opinion publique qui va faire mal à M. Trudeau dans ce cas-là. Oui. Farouk, qu'est-ce que vous en pensez, vous, de cette idée de créer un organisme indépendant pour gérer les plaintes d'inconduite sexuelle, comme le premier ministre Trudeau pourrait peut-être le proposer prochainement? Est-ce que ça vous semble une bonne idée? Est-ce que ça pourrait ça pourrait aider, changer un peu la culture dans l'armée? Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, je crois que je suis pas un expert, mais ce serait bienvenu de prendre des indépendants, des tiers partis pour évaluer ce qui se passe à l'interne. C'est un peu quand on reproche à la police des agissements. On reproche souvent la police qui enquête sur la police et on n'est pas satisfait des résultats. Donc, avoir un organisme indépendant, ça pourrait être le début d'une solution. Pour faire le lien, si je peux me permettre, avec ce que Richard vient de dire, je crois que en plus que ce que tous mes collègues ont dit, c'est très vrai, mais il y a une implication politique pour M. Trudeau. On est à quelques mois, sinon quelques semaines d'une élection. M. Trudeau et le gouvernement M. Trudeau est très grand sur l'empathie, sur le féminisme, sur les valeurs de compassion. Et là, on se retrouve avec 2 chefs d'état-major avec des allégations. On se retrouve avec une gouverneure générale qui a été démise à cause d'harcèlement. On se rappelle, c'est pas si loin que ça, mais 2 grandes ministres du gouvernement, Mme Wilson-Raybould et Mme Philpott, qui ont quitté. Donc, ça fait de la contre-programmation pour M. Trudeau et son branding de féminisme, de compassion et d'empathie. Et ça peut être un problème à quelques semaines et quelques mois d'une élection. Bon, Farouk dit quelques mois, quelques semaines d'une élection. J'aurai pas le temps de parler à tout le monde, mais je veux parler de la popularité du chef conservateur Erin O'Toole. On le sait, on est à l'approche d'un congrès conservateur le week-end prochain. Marc-André, évidemment, ancien chef de cabinet d'Andrew Scheer. Je vais commencer avec vous. Quand on regarde les derniers sondages, finalement, les conservateurs sont à 30% dans les sondages au pays. C'est 4 points de moins qu'aux dernières élections menées par Andrew Scheer. Qu'est-ce que ça nous dit sur le leadership d'Erin O'Toole? Ben, ça nous prouve que M. O'Toole a beaucoup de travail à faire. On est à l'aube dans 2 semaines. M. O'Toole va être devant ses délégués, ses membres virtuellement. Ouais. Il y aura un discours important à prononcer. M. O'Toole n'a pas encore trouvé sa voix, n'a pas encore trouvé son narratif. Il va devoir le travailler très fort. On sent beaucoup de l'inquiétude, autant au niveau des candidats, des membres du caucus, également de l'entourage. Et à partir de ce moment-là, M. O'Toole, durant la course au leadership, a essayé de démontrer une espèce s'est créé un personnage pour aller chercher les votes de la base. Et là, présentement, il essaie de nous présenter un personnage qui est un peu différent. Et je pense qu'il y a un petit peu un problème de casting présentement. Mais c'est certain que pour les conservateurs, là, les dernières semaines n'ont pas été excellentes. Oui, il faudra voir dans les prochaines semaines. J'ai plus le temps de parler à Sheila, Marc-André et Farouk, c'est-à-dire Richard et Farouk, mais on aura l'occasion de s'en reparler après ce congrès conservateur. Ça serait intéressant d'avoir l'avis de tout le monde. Alors, merci beaucoup à vous 4. On se retrouve bientôt. Merci. À bientôt. Au revoir. Au revoir. En terminant, un mot pour vous dire que Québec déposera son budget le 25 mars prochain. Le ministre des Finances a reconnu aujourd'hui pour la première fois l'existence d'une dette cachée de 12 milliards de dollars dans les livres du gouvernement. Québec souhaite revenir à l'équilibre budgétaire dans un horizon de 5 ans. Alors voilà, c'est comme ça qu'on a vu l'essentiel de l'actualité de ce mardi 9 mars sur la colline parlementaire à Ottawa. Esther Bégin qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et à demain. Et surtout, continuez à prendre soin de vous. Au revoir.